3 heures. C'est tout ce qu'il a fallu pour que toute ma vie se transforme en cendres. 3 heures lors d'un dimanche après-midi qui a commencé normalement et s'est terminé avec moi en train de vomir dans le caniveau d'une rue de Lyon, après avoir découvert l'impensable. Vous pensez savoir ce qu'est la trahison? Vous ne savez rien. Je m'appelle Alexia Bergerac, j'ai 56 ans, et jusqu'au dimanche dernier, je croyais avoir de la chance dans la vie. Mariée depuis 8 ans avec Gabriel, un homme qui semblait trop parfait pour être vrai. Maintenant je sais pourquoi. Tout a commencé avec un rouge à lèvres. Un maudit rouge à lèvres rouge que j'ai trouvé dans la poche de sa veste pendant que je triais les vêtements pour la lessive. Ce n'était pas le mien, je ne porte que des tons rosés. Mon sang s'est glacé, mais je me suis forcé à rationaliser. Il a dû tomber d'une femme dans le métro, ai-je pensé. Quelle idiote j'étais. J'ai vécu ce moment dans ma cuisine ensoleillée de notre maison du 7e arrondissement de Lyon, avec vue sur la Saône. C'était un mardi matin tranquille d'octobre, les feuilles dorées dansaient dehors ma fenêtre, et j'étais là, tenant ce petit tube de rouge à lèvres comme s'il s'agissait d'une bombe. Mes mains tremblaient légèrement en le retournant, cherchant une marque, un indice. Chanel. Cher. Pas le genre de rouge à lèvres qu'on perd accidentellement. Gabriel était parti tôt ce matin-là pour son travail à la banque, comme d'habitude. Il avait embrassé ma joue distraitement, pris son café debout près de l'évier, parlant de sa journée chargée avec des clients importants. Rien d'inhabituel. Rien qui aurait pu me préparer à tenir cette petite preuve de « quoi exactement ?» J'ai remis le rouge à lèvres dans sa poche et j'ai continué ma routine matinale, mais quelque chose avait changé. Une petite graine de doute s'était plantée dans mon esprit, et elle grandissait à chaque minute qui passait. Mais alors est venu le parfum. Le dimanche suivant, Gabriel est revenu de sa mystérieuse promenade pour clarifier l'esprit, une routine de 3 ans que je n'avais jamais remise en question, sentant le Chanel N5. Le même parfum que j'avais offert à ma fille Céline pour son 28e anniversaire, 2 mois auparavant. Ma fille. Ma seule fille, qu'il avait aidé à élever depuis ses 20 ans. Qu'il traitait comme une princesse, apportant toujours des cadeaux, toujours trop attentionnée, des détails qui maintenant me retournent l'estomac. Céline était le fruit de ma relation précédente avec Thomas, un homme qui nous avait abandonnés quand elle n'avait que 2 ans. Gabriel était entré dans nos vies comme un sauveur, un homme bon qui avait accepté d'aimer non seulement moi, mais aussi ma petite fille. Il l'avait vue grandir, l'avait accompagnée dans ses études de littérature à l'université Lyon 2, avait célébré ses diplômes, ses premiers emplois, ses chagrins d'amour. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Ce dimanche-là, quand Gabriel est rentré à la maison sentant ce parfum familier, j'étais dans le salon en train de lire Le Figaro. Il s'est approché de moi avec ce sourire que je connaissais si bien, mais quelque chose dans ses yeux était différent. Il y avait une lueur que je n'arrivais pas à identifier. « Comment s'est passée ta promenade, chérie ?» ai-je demandé, levant les yeux de mon journal. « Rafraîchissante, comme toujours » a-t-il répondu, mais sa voix avait une tonalité étrange. « Je vais prendre une douche. » Il s'est dirigé vers l'escalier, et c'est là que j'ai senti cette odeur. Chanel N5, mais pas seulement le parfum. Il y avait quelque chose d'autre, quelque chose de plus intime. Une odeur de peau, de proximité, de complicité. Mais ce qui a vraiment éveillé mes soupçons, c'était l'appel téléphonique. Le vendredi soir suivant, Gabriel prenait un bain quand son portable a sonné. L'écran affichait « Princesse », le surnom affectueux qu'il utilisait pour Céline depuis des années. J'ai trouvé étrange qu'elle appelle si tard, alors j'ai décroché. « Salut, mon amour, j'ai déjà hâte d'être à dimanche », la voix de ma fille a murmuré de l'autre côté de la ligne. « Hâte d'être à dimanche ?» De quoi exactement? Mon cœur s'est arrêté. Ces mots, cette tonalité, ce n'était pas la voix d'une fille parlant à son beau-père. C'était la voix d'une femme parlant à son amant. Je suis resté paralysé, incapable de répondre. Céline aperçut le silence et a bégayé « maman? Tu es là ?» J'ai dû faire un effort surhumain pour retrouver ma voix. « Oui, ma chérie. » Gabriel est dans le bain.
Un message? Eh non, rien d'important. Au revoir, maman. Elle a raccroché rapidement, et je suis resté là, debout dans notre chambre, tenant le téléphone, sentant le sol se dérober sous mes pieds. L'appartement qui avait été mon refuge pendant 8 ans semblait soudain étranger, hostile. Les murs crème que j'avais choisis avec tant de soin, les meubles anciens que nous avions chinés ensemble dans les brocantes de Lyon, tout semblait contaminé par ce doute grandissant. Something était terriblement faux. J'ai regardé autour de moi, vraiment regardé, pour la première fois depuis longtemps. La photo de notre mariage sur la commode, Gabrielle souriant, moi radieuse dans ma robe crème. À côté, une photo plus récente de nous trois lors de l'anniversaire de Céline en août. Gabrielle avait son bras autour d'elle, et maintenant cette proximité me semblait différente. J'ai ouvert le tiroir de la table de chevet de Gabrielle. Rien d'inhabituel. Des lunettes de lecture, quelques médicaments, un livre de poésie. Mais au fond, mes doigts ont trouvé quelque chose de petit et dur. Un autre rouge à lèvres. Celui-ci était différent, un rose pâle que je reconnaissais. C'était celui que portait Céline lors de son dernier dîner chez nous. Mes jambes ont cédé et je me suis assise lourdement sur le lit. Notre lit. Le lit où Gabrielle et moi avions fait l'amour des centaines de fois, où nous parlions de nos rêves, de notre avenir ensemble. Maintenant, je ne pouvais m'empêcher de me demander qui d'autre avait été dans ce lit. Le bruit de l'eau qui s'arrêtait dans la salle de bain m'a ramené à la réalité. J'ai rapidement remis le rouge à lèvres à sa place et fermé le tiroir. Gabrielle est sortie quelques minutes plus tard, une serviette autour de la taille, les cheveux encore humides. « Quelqu'un a appelé ?» a-t-il demandé nonchalamment. « Céline » ai-je répondu, observant attentivement sa réaction. Ses yeux se sont illuminés d'une façon qui m'a glacé le sang. Ah! Qu'est-ce qu'elle voulait? Rien d'important. Elle a dit qu'elle rappellerait. Il a hoché la tête et a commencé à s'habiller, mais je l'observais maintenant avec de nouveaux yeux. La façon dont il souriait en pensant à elle. La façon dont ses mains tremblaient légèrement en boutonnant sa chemise. Les petits signaux que j'avais ignorés pendant, combien de temps? Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Je suis resté allongé à côté de Gabrielle, écoutant sa respiration régulière, me demandant si je connaissais vraiment l'homme avec qui je partageais ma vie. Chaque fois qu'il bougeait dans son sommeil, mon cœur se serrait. Quand il a murmuré un nom dans son rêve, un nom qui ressemblait dangereusement à Céline, j'ai eu envie de vomir. Le lendemain, samedi, j'ai observé Gabriel encore plus attentivement. Il était nerveux, vérifiait constamment son téléphone, souriait sans raison apparente. Quand Céline a envoyé un message, j'ai vu « Princesse » s'afficher sur son écran, son visage s'est illuminé d'une façon que je n'avais pas vue depuis quand, exactement? Céline va bien, ai-je demandé innocemment. Oui, très bien. Elle a juste une question sur son travail. Mensonge. Céline travaillait dans une librairie du Vieux-Lyon. Qu'est-ce que Gabriel, banquier, pourrait savoir sur la vente de livres? C'est alors que j'ai pris la décision qui allait changer ma vie à jamais. Le dimanche suivant, pour la première fois en 3 ans, j'allais suivre mon mari. Le dimanche est arrivé avec un ciel gris typique d'octobre à Lyon. L'air était frais et humide, portant l'odeur des feuilles mortes et de la Saône. Notre maison, qui d'habitude me semblait si accueillante le dimanche matin, avait l'atmosphère d'un théâtre avant que le rideau ne se lève sur une tragédie. Gabriel était plus agité que d'habitude, vérifiant constamment son portable pendant le petit déjeuner. Il n'a presque pas touché à ses tartines beurrées qu'il aimait tant, se contentant de boire son café en regardant par la fenêtre. Ses mains tremblaient légèrement quand il tournait les pages du journal, et il ne lisait manifestement rien. « Tu vas bien, chérie ?» ai-je demandé, bien que je connaisse déjà la réponse. « Oui, parfaitement bien. Juste, beaucoup de choses en tête avec le travail. » Encore un mensonge. Gabriel n'avait jamais ramené le stress du travail à la maison le dimanche. À 14h30 précise, il s'est levé, comme il le faisait toujours. Mais cette fois,
J'ai remarqué qu'il portait sa plus belle chemise, celle en coton blanc que je lui avais offerte pour son anniversaire. Il s'était rasé de près et avait mis son eau de toilette préférée. « Je dois sortir pour clarifier mon esprit, chérie, a-t-il dit, mais sa voix a légèrement tremblé. Il s'est approché pour m'embrasser, comme toujours, mais cette fois le baiser a duré plus longtemps, comme s'il s'agissait d'un adieu ou d'une excuse anticipée. « Reviens vite, mon amour, ai-je répondu, et ces mots ont eu un goût amer dans ma bouche. Quand la porte s'est fermée, j'ai attendu exactement 2 minutes avant de prendre mon sac et les clés de ma Citroën. Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli faire tomber les clés. Mon cœur battait si fort que je pouvais l'entendre par-dessus le bruit du moteur. J'ai suivi sa Peugeot noire à travers les rues familières de Lyon. Nous avons traversé la place Bellecour, puis la rue de la République. Ma respiration s'est faite plus lourde quand j'ai réalisé la direction qu'il prenait, vers le quartier de Croix-Rousse, où vivait Céline. Non, 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 ai-je murmuré pour moi-même. Il doit aller voir un ami dans le quartier. Mais quand Gabriel s'est garé exactement devant l'immeuble de ma fille, rue des Fantasques, mon monde a commencé à s'écrouler. J'ai garé ma voiture 3 pâtés de maison plus loin, les mains moites et le cœur dans la gorge. J'ai vu mon mari sortir de sa voiture avec un bouquet de roses rouges, les mêmes qu'il avait rapportées à la maison le dimanche précédent, prétendant qu'elles étaient pour moi. Il a regardé nerveusement autour de lui avant d'entrer dans l'immeuble. Il connaissait le code de la porte. Bien sûr qu'il le connaissait. J'ai attendu 5 minutes qui m'ont semblé éternelles avant de descendre de ma voiture. Mes jambes pouvaient à peine me porter pendant que je marchais vers l'immeuble. J'avais une copie de la clé de l'appartement de Céline, elle me l'avait donnée pour les urgences. J'ai monté les 4 étages en silence, chaque marche résonnant comme un tambour dans ma poitrine. Dans le couloir du 4e étage, je me suis arrêté devant la porte de l'appartement 4B. Je pouvais entendre des voix à l'intérieur, des rires bas, intimes. J'ai glissé la clé dans la serrure avec des mains tremblantes et les tourné lentement. La porte s'est ouverte silencieusement. Ce que j'ai vu a détruit tout ce que j'appelais ma vie. Gabriel et Céline étaient sur le canapé du salon, s'embrassant passionnément. Ses mains parcouraient le corps de ma fille comme s'il était son amant depuis des années. Les roses rouges étaient éparpillées sur le sol, mélangées à leurs vêtements. « Mon amour », a murmuré Céline. « Je n'en peux plus de cacher ça à ma mère. »« Bientôt, princesse. Bientôt nous lui dirons tout », a répondu Gabriel, embrassant le cou de ma fille. C'est alors que Céline m'a vu, debout dans l'embrasure de la porte. Ses yeux se sont écarquillés d'horreur. « Maman !» Gabriel s'est retourné si rapidement qu'il est tombé du canapé. Tous deux se couvraient désespérément avec des coussins, mais il était trop tard. J'avais déjà tout vu. « Alexia, nous », Gabriel a bégayé, le visage rouge de honte et de panique. Je n'arrivais pas à parler. Je n'arrivais même pas à respirer. C'était comme si quelqu'un m'avait arraché les poumons. Je suis resté là, regardant les 2 personnes que j'aimais le plus au monde me fixer avec culpabilité et désespoir. Depuis combien de temps ? C'est tout ce que j'ai réussi à murmurer. Céline a commencé à pleurer, couvrant son visage de ses mains. Gabriel a essayé de s'approcher de moi, mais j'ai reculé comme s'il était un étranger dangereux. « Alexia, s'il te plaît, laisse-moi expliquer. »« Depuis combien de temps ?» ai-je crié, ma voix résonnant dans l'appartement. « 3 ans, » a murmuré Céline entre ses sanglots. « Ça a commencé il y a 3 ans. »« 3 ans. » Exactement quand Gabriel avait commencé ses mystérieuses sorties du dimanche. Tout ce temps, pendant que je préparais des dîners spéciaux, pendant que je croyais avoir un mariage solide, pendant que j'étais fière de ma famille parfaite, il me trahissait de la façon la plus vile possible. « Vous êtes répugnant », ai-je murmuré, reculant vers la porte. « Vous êtes absolument répugnant. » Je suis parti en courant. J'ai descendu les escaliers en trébuchant, les larmes brouillant ma vision. J'ai atteint la rue et j'ai vomi dans le caniveau, mon corps rejetant tout ce qu'il y avait en moi, comme s'il essayait d'expulser aussi la douleur et le dégoût. Mais attendez, vous pensez que c'est la partie la plus choquante de l'histoire ?
Je n'avais encore rien découvert du pire. Parce que quand je suis rentré chez moi ce soir-là, j'ai trouvé quelque chose qui m'a fait réaliser que cette trahison était encore plus profonde et calculée que je l'imaginais. Restez avec moi, parce que ce qui va suivre va vous montrer jusqu'où une personne peut aller pour détruire une famille. Et vous ne croirez pas ce que j'ai trouvé caché dans ma propre chambre. Je suis rentré chez moi à 19h30, 2 heures après l'horaire habituel de Gabriel. La maison était vide et silencieuse, ce qui m'a donné le temps de traiter l'horreur dont j'avais été témoin. Je me suis assise dans la cuisine, tremblant encore, essayant de comprendre comment je n'avais pas remarqué les signes les plus évidents. Notre cuisine, qui avait toujours été mon refuge, semblait maintenant différente. Les murs jaunes pâles que j'avais peints avec tant d'amour, les rideaux de dentelle que j'avais choisis dans une petite boutique du Vieux-Lyon, même la table en chêne où nous prenions nos petits déjeuners dominicaux, tout était contaminé par cette révélation. Chaque objet me rappelait maintenant des moments qui semblaient être des mensonges. Les cadeaux constants pour Céline. Je me souvenais maintenant avec une clarté douloureuse. Gabriel qui revenait du travail avec des petites attentions pour notre princesse. Un livre de poésie française qu'elle adorerait sûrement. Une écharpe en soie qu'il avait vue dans une vitrine et qui lui irait parfaitement. Des chocolats de chez Bernachon, la chocolaterie la plus chère de Lyon, parce qu'elle mérite ce qu'il y a de mieux. À l'époque, j'avais trouvé cela touchant. J'étais reconnaissante d'avoir épousé un homme qui aimait ma fille comme la sienne. Maintenant, je réalisais que ces gestes n'étaient pas paternels. C'étaient les attentions d'un homme qui courtisait une femme. Les longues conversations téléphoniques qu'il prétendait toujours être à propos du travail. Gabriel qui s'isolait dans son bureau, parlant à voix basse, riant de cette façon particulière qu'ont les amoureux. Quand j'entrais, il raccrachait rapidement, prétextant que son collègue devait partir. « C'était qui ?» demandai-je innocemment. « Monsieur Dubois de la comptabilité. »« Des histoires ennuyeuses de bilan ?» répondait-il avec ce sourire que je prenais pour de l'affection et qui était en réalité de la tromperie. Les fois où il rentrait à la maison en souriant trop après cette promenade. Ce sourire béat, satisfait, que j'attribuais à l'effet relaxant de ses balades solitaires. Maintenant je savais ce qui le rendait si heureux. Ce n'était pas l'air frais de Lyon ou la beauté de la Saône. C'était ma fille. Ma propre fille. Comment avais-je pu être si aveugle ? J'étais perdu dans ces souvenirs douloureux quand j'ai entendu la clé dans la porte. Gabriel rentrait, probablement après avoir essayé de calmer Céline. Ou peut-être avait-il profité de mon départ pour terminer ce qu'ils avaient commencé. Cette idée m'a rendue nauséeuse à nouveau. Alexia, sa voix a résonné dans le couloir. Tu es à la maison ? Sa voix. Cette même voix qui m'avait murmuré des mots d'amour pendant 8 ans. Cette voix qui m'avait dit « je t'aime » le matin même, avant de partir retrouver ma fille pour lui faire l'amour. Ma gorge s'est serrée de dégoût. Il est entré dans la cuisine avec le visage pâle et les cheveux ébouriffés. Ses vêtements étaient froissés, et il évitait mon regard. La belle chemise blanche était maintenant chiffonnée, avec un bouton mal attaché. Des preuves de ce qu'il venait de faire avec Céline. « Nous devons parler » a-t-il dit, s'asseyant prudemment sur la chaise opposée à la mienne. J'ai remarqué qu'il évitait la chaise où il s'asseyait d'habitude, celle à côté de moi. Même lui semblait comprendre que cette proximité était maintenant impossible. Parler, j'ai ri amèrement. De quoi, Gabriel ? De comment tu couches avec ma fille depuis 3 ans ? De comment vous deux avez fait de moi une idiote complète ? Il a passé ses mains dans ses cheveux, ce geste que je trouvais charmant autrefois et qui me causait maintenant de la répulsion. Ce n'était pas planifié, Alexia. Ça n'a jamais été planifié. Planifié, j'ai explosé. Il n'y a rien d'innocent dans le fait qu'un homme de 45 ans séduise une fille qu'il a aidé à élever. Elle n'est pas une fille, Alexia. Céline a 28 ans, c'est une femme adulte que tu connais depuis 16-20 ans, j'ai crié, frappant mon poing sur la table. La salière s'est renversée, répandant des cristaux blancs sur le bois sombre. Tu l'as vu grandir, Gabriel.
Tu étais présent à sa remise de diplôme, à son premier emploi, à son premier appartement. Comment peux-tu? Je n'ai pas pu finir ma phrase. Les mots se sont perdus dans des sanglots que je n'arrivais pas à contrôler. Toutes ces années, tous ces moments familiaux que je chérissais, ils étaient souillés maintenant. La remise de diplôme de Céline à l'université, où Gabriel avait pris tant de photos d'elle, souriant avec une fierté que je croyais paternelle. Son 20e anniversaire, où il avait organisé une fête surprise et avait dansé avec elle plus longtemps qu'il n'aurait dû. Son premier emploi à la librairie, où il allait la soutenir en achetant des livres qu'il ne lisait jamais. Combien de signes avais-je manqué? Combien de moments avait-il partagé dans mon dos? Gabriel s'est levé et a essayé de s'approcher, mais je l'ai arrêté d'un geste. N'ose pas me toucher, j'ai sifflé. Pas après avoir touché à elle. Alexia, s'il te plaît. Mon esprit s'est mis à analyser frénétiquement tous les dimanches des 3 dernières années. Chaque fois qu'il partait à 14h30 précise. Chaque fois qu'il revenait avec ce sourire satisfait. Les fois où il sentait différent, où ses vêtements étaient légèrement froissés, où il avait cette lueur dans les yeux que je prenais pour du contentement. Et Céline? Céline qui avait commencé à me rendre visite moins souvent. Je suis très occupée avec le travail, maman, disait-elle. La librairie demande beaucoup de temps. Mensonge. Elle était occupée avec mon mari. Céline qui avait arrêté de parler de ses rendez-vous amoureux. Avant, elle me racontait tout, ses espoirs, ses déceptions, ses rêves de trouver le bon homme. Mais au cours des 3 dernières années, silence radio sur sa vie sentimentale. Je me concentre sur ma carrière maintenant, maman. Céline qui avait déménagé dans cet appartement de Croix-Rousse il y a exactement 3 ans. Je veux plus d'indépendance, avait-elle dit. Et moi, mère aimante et fière, j'avais aidé à payer la caution. J'avais financé leur nid d'amour sans le savoir. Sors, j'ai crié. Sors de ma maison. Maintenant. Gabriel a hésité un moment, regardant autour de lui comme s'il enregistrait chaque détail de cette cuisine où nous avions partagé tant de moments. Puis il a pris ses clés et est parti sans dire un mot de plus. J'ai entendu la voiture démarrer et j'ai finalement pu m'effondrer complètement. J'ai pleuré pendant des heures, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de larmes. Mes yeux étaient gonflés, ma gorge irritée. Quand j'ai finalement réussi à me lever, il était déjà minuit. La maison semblait différente, comme si elle avait été contaminée par la trahison. Chaque objet me rappelait des moments qui maintenant paraissaient être des mensonges. Le vase en cristal que Gabriel m'avait offert pour notre premier anniversaire de mariage, combien de fois avait-il regardé Céline en me l'offrant? La photo de nous 3 lors de notre dernier Noël ensemble, Gabriel avait son bras autour de Céline de façon qui maintenant me paraissait possessive. Le livre de recettes que Céline m'avait donné l'année dernière, avec une dédicace, pour la meilleure maman du monde, qui nous cuisine toujours de si bons repas. Nous. Elle avait écrit « nous ». C'est alors que j'ai décidé de chercher des preuves. S'ils étaient ensemble depuis 3 ans, il devait y avoir des traces, des indices que ma confiance aveugle m'avait empêché de voir. J'ai commencé par le bureau de Gabriel au rez-de-chaussée. J'ai fouillé ses tiroirs, ses documents, ses livres. Rien. Il avait été prudent. Mais alors je me suis souvenu de son ordinateur portable, qui restait toujours sur la table de notre chambre. J'ai monté les escaliers avec des jambes tremblantes. Chaque marche grinçait sous mes pieds, comme si la maison elle-même protestait contre ce que j'étais sur le point de découvrir. Notre chambre, qui avait été notre sanctuaire pendant 8 ans, me semblait maintenant hostile et froide. L'ordinateur portable était ouvert, encore connecté à ses comptes. Gabriel était parti si précipitamment qu'il avait oublié de l'éteindre. J'ai d'abord ouvert sa messagerie électronique. Centaines de messages échangés avec Céline. Des messages d'amour, des messages intimes, des messages qui m'ont fait vomir à nouveau. Il planifiait des rendez-vous, parlait de moi dans mon dos, riait de ma naïveté. Un message en particulier m'a glacé le sang. Mon amour, ta mère était si heureuse aujourd'hui en préparant le dîner pour nous.
Si seulement elle savait que pendant qu'elle cuisinait, je ne pensais qu'à te déshabiller. Vivement dimanche prochain. Je t'aime, ma princesse. J'ai. La réponse de Céline était encore pire. Moi aussi j'ai hâte, mon chéri. J'ai acheté cette lingerie dont je t'ai parlé, elle est rouge, comme tu aimes. Maman pense que je dépense trop en vêtements, si elle savait que c'est pour son mari. Je t'aime tellement. Ta princesse. Il riait de moi. Il se moquait de moi pendant qu'ils planifiaient leurs ébats. Ma propre fille, la chair de ma chair, riait de ma stupidité avec l'homme que j'aimais. Mais c'est quand j'ai ouvert le dossier photo que mon monde s'est écroulé complètement. Centaines de photos intimes de Gabriel et Céline. Dans des hôtels que je ne reconnaissais pas. Dans l'appartement de Céline. Et, dans ma propre chambre. Ils avaient fait l'amour dans mon lit, dans mes draps, pendant que j'étais au travail. Une photo en particulier m'a glacé le sang. Elle datait de 2 mois, le jour de mon anniversaire. Pendant que j'étais au bureau en train de préparer ma propre fête surprise, Gabriel et Céline étaient dans mon lit, célébrant de façon obscène. Céline portait la lingerie rouge qu'elle avait mentionnée dans son message. Il souriait à l'objectif avec une complicité qui me donnait envie de vomir. Sur cette photo, on pouvait voir en arrière-plan le cadre photo de notre mariage sur ma table de chevet. Ils avaient fait l'amour sous le regard de notre photo de mariage. La perversité de cette situation m'a fait perdre le souffle. Mais le pire restait à venir. Au fond du dossier photo, j'ai trouvé un document Word. Un planning détaillé. Il planifiait ma destruction. Pas littéralement ma mort, mais financièrement et psychologiquement. Gabriel avait découvert que j'avais une police d'assurance vie considérable, héritée de mes parents. Le plan était de me laisser accidentellement découvrir la trahison, d'attendre que je demande le divorce, puis de prétendre que j'étais mentalement instable à cause de la découverte. Avec un rapport psychiatrique falsifié, ils avaient déjà trouvé un médecin prêt à aider moyennant paiement, le docteur Martinet, que je connaissais et en qui j'avais confiance. Gabriel réussirait à garder la maison, mes économies, et recevrait même une pension alimentaire. Céline serait la victime innocente qui avait perdu sa mère à cause de son instabilité mentale. Le document détaillait tout. Phase 1. Laisser Alexia découvrir la relation, simuler une négligence, laisser traîner des preuves. Phase 2. Jouer les coupables repentants, la laisser exploser émotionnellement. Phase 3. Documenter ses crises avec des enregistrements audio-vidéo. Phase 4. Consulter Dr Martinet pour évaluation psychiatrique. Phase 5. Procédure de divorce avec demande d'incapacité mentale temporaire. Phase 6. Récupération des biens et nouvelle vie avec C. C était Céline. Ma fille était complice de ce plan machiavélique pour me détruire. Ils avaient même calculé les montants financiers. Ma maison valait 450 000 €. Mon compte épargne contenait 120 000 €. Mon assurance vie était de 300 000 €. Au total, ils comptaient récupérer près d'1 million d'euros en me faisant passer pour folle. Et le plus atroce, c'est qu'ils avaient prévu le timing. Tout cela devait se dérouler avant les fêtes de Noël. Pour que Céline puisse profiter des fêtes dans sa nouvelle maison, avait écrit Gabriel. Ma maison. Ma maison où j'avais vécu, aimé, construit une famille. Ils voulaient me la voler pour y célébrer Noël ensemble. J'ai continué à lire, hypnotisé par l'horreur de leur plan. Ils avaient même prévu des témoins. Des amis qui pourraient témoigner de mon comportement erratique récent. Madame Rousseau, ma voisine, qui avait remarqué que je jardinage plus souvent ces derniers temps, signe évident de troubles obsessionnels. Monsieur Bénat, le boucher, qui pourrait confirmer que j'achetais parfois 2 fois la même chose, preuve de perte de mémoire. Tous mes petits gestes innocents étaient répertoriés et analysés comme des signes de maladie mentale. Mais il y avait plus. Un dossier séparé contenait des informations sur mes finances que seul Gabriel pouvait connaître. Il avait accès à tous mes comptes depuis notre mariage. Il savait exactement combien j'avais, où c'était placé, comment s'en emparer légalement. Et dans un fichier audio caché, j'ai trouvé des enregistrements.
Gabriel et Céline parlant de moi, se moquant de mes habitudes, de mes manies, planifiant comment me manipuler. Elle fait toujours confiance à tout le monde, disait la voix de Gabriel. C'est pathétique, mais ça rend les choses plus faciles. Elle m'a dit l'autre jour qu'elle était si heureuse d'avoir une famille parfaite, répondait Céline en riant. Si elle savait. Mais bon, ça ne durera plus très longtemps. Tu as hâte de vivre dans cette maison? Elle est parfaite pour élever nos enfants. Nos enfants, la voix de Céline était devenue tendre. Bien sûr, princesse. Dès qu'on se sera débarrassé d'elle, on pourra commencer notre vraie vie ensemble. Se débarrasser de moi. Comme si j'étais un obstacle, un déchet encombrant. C'est alors que j'ai entendu le bruit au rez-de-chaussée. Des pas familiers. Gabriel était revenu. Mais maintenant, je savais tout. Je connaissais leurs plans dans les moindres détails. Et j'allais leur montrer que leur victime facile était plus coriace qu'ils ne le pensaient. Alexia? Où es-tu? La voix de Gabriel a résonné dans la maison. J'ai rapidement fermé l'ordinateur portable et suis descendu. Mon cœur battait la chamade, mais cette fois ce n'était plus de la peur ou de la tristesse. C'était de la rage. Une rage froide et calculatrice que je n'avais jamais ressentie auparavant. Il était dans le salon, avec une expression qui tentait de paraître repentante, mais que maintenant je pouvais voir à travers. Il y avait de la froideur dans ses yeux, du calcul. Ses cheveux étaient encore ébouriffés, sa chemise toujours mal boutonnée. Il sentait le parfum de Céline. Je suis revenu parce que nous devons résoudre cela comme des adultes, a-t-il dit, s'asseyant sur le canapé comme s'il était encore le maître de la maison. Ce canapé en velours bordeaux que nous avions choisi ensemble chez un antiquaire de la place des Terreaux. Nous avions passé des heures à chercher le parfait canapé pour notre salon, discutant des couleurs, du style, rêvant des soirées cosy que nous y passerions. Maintenant, le voir s'y installer avec cette arrogance me révoltait. Résoudre cela, j'ai ri, mais il n'y avait aucun humour dans ma voix. Comment exactement comptes-tu résoudre le fait que tu couches avec ma fille depuis 3 ans? Alexia, je sais que tu es blessée. Blessée, j'ai interrompu. Blessée, c'est quand quelqu'un oublie notre anniversaire, Gabriel. Ceci, c'est de la dévastation. Ceci, c'est de la trahison sous sa forme la plus vile. Il a soupiré, passant ses mains dans ses cheveux à nouveau. Maintenant je me rendais compte que c'était un geste qu'il faisait quand il calculait ses prochains mots. Comme un acteur préparant sa performance. Écoute, je sais que c'est difficile à accepter, mais Céline et moi, nous sommes tombés amoureux. Ça arrive, Alexia. L'amour ne choisit ni l'âge ni... Ne parle pas d'amour, j'ai explosé. L'amour, ce n'est pas ce que vous avez. L'amour, ce n'est pas coucher dans le lit de sa mère pendant qu'elle travaille pour faire vivre cette famille. Ses yeux se sont légèrement écarquillés. Il s'est rendu compte que j'avais trouvé les photos. Tu as fouillé dans mon ordinateur, a-t-il dit, et sa voix a complètement changé. Le ton repentant a disparu, remplacé par quelque chose de froid et de menaçant. Et j'ai découvert bien plus que des photos obscènes, j'ai répondu, croisant les bras. J'ai découvert le plan. Gabriel est devenu pâle. Quel plan? Le plan pour me détruire financièrement. Le plan pour me faire passer pour folle. Le plan pour garder tout ce qui m'appartient pendant que je pourris dans un asile. Il s'est levé lentement, et pour la première fois en 8 ans de mariage, j'ai eu peur de lui. Il était plus grand que moi, plus fort. Et maintenant je savais de quoi il était capable. Alexia, tu ne comprends pas. Je comprends parfaitement, j'ai crié. Vous êtes tous les deux des monstres. Calculateur, froid, répugnant. Vous avez tout planifié. Et qu'est-ce que tu vas faire, a-t-il demandé, s'approchant. Le dire à qui? Qui va te croire? Une femme de 56 ans, en crise de la cinquantaine, qui a découvert que son mari plus jeune l'a échangé contre sa fille jeune? Ces mots ont été comme des gifles. Il avait raison. Qui me croirait? Surtout s'il réussissait vraiment à me faire passer pour instable.
Tu es répugnant, j'ai murmuré. Je suis pratique, a-t-il répondu froidement. Et tu peux faciliter les choses pour nous tous. Accepte le divorce, prends une petite somme et va refaire ta vie ailleurs. Loin de nous. Loin de vous? Céline est enceinte, Alexia. Le monde s'est arrêté. Littéralement arrêté. J'ai eu l'impression que quelqu'un m'avait donné un coup de poing dans l'estomac de toutes ses forces. Quoi? Elle est enceinte de 3 mois. Nous allons nous marier dès que le divorce sera prononcé. L'enfant a besoin d'un foyer stable, pas de l'hystérie de la grand-mère qui n'arrive pas à accepter la réalité. Grand-mère. J'allais être grand-mère d'un enfant né de la trahison de ma propre fille avec mon mari. La perversité de la situation m'a donné le vertige. 3 mois enceinte. Cela signifiait qu'elle était déjà enceinte lors de son anniversaire en août, quand nous avions fêté ses 28 ans tous ensemble dans ce restaurant de la presqu'île. Gabriel et moi avions payé ce dîner coûteux pour célébrer ma fille, pendant qu'elle portait secrètement son enfant. L'enfant de mon mari. Je me souvenais maintenant de détails qui m'avaient échappé. Céline qui avait refusé le champagne ce soir-là, prétextant qu'elle prenait des antibiotiques. Gabriel qui avait posé sa main sur son ventre quand il pensait que je ne regardais pas. Leur sourire complice quand je proposais de commander un dessert. Ils savaient déjà. Ils savaient qu'ils allaient avoir un bébé ensemble, et ils riaient de ma naïveté pendant que je payais leur dîner de célébration. Vous êtes des démons, j'ai murmuré. Nous sommes heureux, a-t-il corrigé. Et tu peux choisir, accepter cela avec dignité ou nous allons devoir prendre des mesures plus drastiques. La menace était claire. Ils allaient vraiment m'interner de force si je ne coopérais pas. C'est alors que j'ai entendu la clé dans la porte. Céline était arrivée. Gabriel? Maman, sa voix a résonné dans le couloir. Cette voix. La même voix qui m'avait dit « Je t'aime, maman » des milliers de fois. La voix qui m'avait appelé en pleurant quand elle avait eu sa première peine de cœur à 22 ans. La voix qui m'avait remercié pour tous les sacrifices que j'avais faits pour l'élever seule avant de rencontrer Gabriel. Elle est entrée dans le salon portant une robe qui mettait en valeur un petit ventre que je n'avais pas remarqué auparavant. Comment n'avais-je pas remarqué que ma propre fille était enceinte? Parce que j'étais trop occupée à faire confiance, à aimer, à construire ce que je croyais être une famille parfaite. La robe était nouvelle, je ne l'avais jamais vue. Bleu marine avec des petites fleurs blanches, coupe empire qui cachait habilement ses nouvelles formes. Ses cheveux châtains étaient coiffés différemment aussi, plus courts, plus matures. Elle avait l'air d'une femme enceinte épanouie, rayonnante. Rayonnante parce qu'elle portait l'enfant de mon mari. « Salut, maman », a-t-elle dit, évitant mon regard. « Gabriel m'a dit que vous aviez parlé. » « Parler ?» j'ai ri hystériquement. « C'est ainsi que tu appelles ça? Parler? Maman, s'il te plaît. » « Ne m'appelle pas maman », j'ai crié, et elle a reculé. Les mères ne sont pas trahies par leur propre fille. Les mères ne sont pas humiliées par les enfants qu'elles ont élevés avec amour. Céline a commencé à pleurer, mais des larmes qui maintenant me paraissaient fausses, calculées. Des larmes d'actrice, comme elle en avait versé dans les pièces de théâtre de son lycée où j'allais toujours l'applaudir au premier rang. « Tu ne comprends pas, maman. Nous nous aimons vraiment. Tu étais une enfant quand je m'y suis mariée avec lui, j'ai explosé. Tu avais 20 ans. Il t'a vu grandir, il t'a aidé dans tes études, il a payé ta faculté. Comment peux-tu? Parce que je l'ai toujours aimé, a-t-elle crié en retour. Toujours. Depuis mes 20 ans, je savais qu'il était l'homme de ma vie. Il était ton beau-père. Il n'a jamais été mon père, a-t-elle répondu, avec une rage qui m'a fait peur. Mon père m'a abandonné quand j'étais bébé. Gabriel a été le premier homme qui m'a traité comme une princesse, qui m'a fait me sentir spéciale. Tu crois que j'allais laisser passer ça? Ces mots m'ont brisé le cœur. Céline avait raison sur un point, Thomas, son père biologique, nous avait abandonnés. J'avais élevé ma fille seule pendant tant d'années, travaillant 2 emplois pour payer ses études, ses vêtements,
c'est sorti. J'avais tout sacrifié pour elle. Et quand Gabriel était entré dans nos vies, j'avais été si reconnaissante qu'un homme bon veuille nous aimer toutes les deux. J'avais cru que c'était un miracle, une seconde chance pour notre petite famille brisée. Alors tu as planifié tout cela depuis le début ? Céline et Gabriel ont échangé un regard, et j'ai vu la vérité dans leurs yeux. Depuis le début, a-t-elle confirmé. Nous avons attendu que tu t'habitues à lui, attendu que tu lui fasses entièrement confiance. Nous voulions que tu sois heureuse pendant un moment avant de découvrir. Avant de me détruire, j'ai complété. Avant de suivre nos cœurs, Gabriel a corrigé. Je suis restée silencieuse pendant un long moment, regardant ces deux personnes que j'aimais plus que tout au monde. Des personnes qui m'avaient trahi, manipulé et planifié ma destruction avec la froideur d'assassin. Mais maintenant, je voyais autre chose aussi. Je voyais deux personnes qui se croyaient plus intelligentes qu'elles ne l'étaient vraiment. Deux personnes qui sous-estimaient gravement leurs victimes. Sortez de ma maison, j'ai dit finalement. Alexia. Sortez de ma maison, j'ai crié. Maintenant. Je ne veux plus jamais vous voir ici. Ils se sont regardés à nouveau. Nous ne pouvons pas faire ça, Gabriel a dit calmement. Légalement, la moitié de cette maison m'appartient. Et nous n'allons pas te laisser seule dans cet état mental. La menace était claire. Ils n'allaient pas partir. Ils allaient rester, me torturer psychologiquement jusqu'à ce que j'abandonne tout ou fasse une dépression nerveuse qui justifierait l'internement. De plus, a ajouté Céline, posant une main protectrice sur son ventre, nous devons penser au bébé maintenant. Il a besoin de stabilité. Stabilité. Il parlait de stabilité après avoir détruit ma vie, ma famille, ma confiance en l'humanité. Tu sais quoi, maman ? Céline a continué, et sa voix avait pris un ton que je ne lui connaissais pas froid, calculateur. Gabriel avait raison sur toi depuis le début. Tu es trop naïve, trop confiante. Tu ne vois jamais venir les coups. Céline, Gabriel l'a avertie, mais elle a continué. Non, laisse-moi finir. Elle doit savoir. Elle s'est tournée vers moi, et j'ai vu une étrangère dans les yeux de ma fille. Tu crois que c'est arrivé par hasard ? Tu crois vraiment que Gabriel est tombé amoureux de toi au début ? Mon sang s'est glacé. Qu'est-ce que tu veux dire ? Gabriel m'avait remarqué bien avant de s'intéresser à toi, maman. Au café où je travaillais pendant mes études. Il venait tous les jours, commandait un café qu'il ne buvait même pas, juste pour me parler. Mais j'étais trop jeune, et il savait qu'il devait attendre. Le monde tournait autour de moi. Tu mens. C'est moi qui lui ai parlé de toi, maman. C'est moi qui lui ai dit que ma mère était seule, qu'elle cherchait l'amour. C'est moi qui lui ai donné ton numéro de téléphone. Gabriel lui faisait de gros yeux, mais Céline était lancée. Il t'a courtisé pour m'approcher, maman. Tout était calculé depuis le début. Il a étudié tes goûts, tes habitudes, ce que tu aimais chez un homme. Il s'est fait passer pour l'homme parfait pour toi. Je me suis souvenu de notre première rencontre. Cette soirée chez mon amie Marie, où Gabriel était, par hasard, invité. Comme il semblait me comprendre parfaitement, partager mes goûts pour les livres, la musique classique, les balades au bord de la Saône. Comme tout semblait naturel, évident. Mais ce n'était pas naturel. C'était étudié, répété, perfectionné. Et pendant toutes ces années de mariage, j'ai murmuré. Il attendait que je grandisse, que je devienne une femme. Et moi, j'attendais le bon moment pour récupérer l'homme que j'aimais. Récupérer ? Il n'a jamais été à toi, maman. Il a toujours été à moi. C'est alors que j'ai pris la décision qui allait tout changer. Au lieu de pleurer, de crier, de m'effondrer comme il s'y attendait, j'ai souri. Un sourire calme, froid, qui les a visiblement déstabilisés. Tu sais quoi, Céline ? Gabriel ? Vous avez raison. Ils ont échangé un regard confus. J'ai été naïve. J'ai été trop confiante. Je n'ai pas vu venir les coups.
J'ai fait une pause théâtrale. Mais maintenant, je vois tout très clairement. Qu'est-ce que tu veux dire? Gabriel a demandé, méfiant. Je veux dire que vous venez de me donner exactement ce dont j'avais besoin. Quoi? La vérité. Toute la vérité. Et vous savez quoi? J'ai tout enregistré. J'ai sorti mon téléphone de ma poche, l'écran montrant clairement une application d'enregistrement en cours depuis 20 minutes. Leurs visages sont devenus livides. Tu nous as piégés, Gabriel a murmuré. J'ai appris de vous, j'ai répondu calmement. Vous m'avez enseigné qu'on ne peut faire confiance à personne. Que tout le monde ment. Que tout le monde manipule. Merci pour la leçon. Céline s'est effondrée sur le canapé, réalisant l'ampleur de ce qu'elle venait de confesser. Maman, tu ne peux pas. Oh, si, je peux. Et je vais le faire. Parce que maintenant, j'ai non seulement les preuves de votre trahison, mais aussi la confession complète de votre plan, y compris le fait que Gabriel m'a épousé sous de faux prétextes. Gabriel s'est approché de moi, menaçant. Donne-moi ce téléphone, Alexia. Non. Ma voix était d'un calme glacial. Et si tu fais un pas de plus vers moi, j'appellerai la police. Tu ne feras rien, a-t-il dit, mais je voyais la peur dans ses yeux. Qui va te croire? Un tribunal va me croire. Surtout avec des preuves audio, des emails, des photos, et maintenant cette confession complète. C'est alors que Céline a fondu en larmes. Pas les larmes calculées d'avant, mais de vraies larmes de panique. Maman, s'il te plaît, pense au bébé. J'y pense, Céline. Et c'est exactement pour ça que je vais m'assurer que cet enfant ne grandisse pas entouré de menteurs et de manipulateurs. La vérité était que je n'avais pas encore de plan précis. Mais voir leur panique me donnait une force que je n'avais jamais ressentie auparavant. Pour la première fois depuis des jours, j'avais l'avantage. Et j'allais en profiter. Cette nuit-là, j'ai fait semblant d'accepter la situation. J'ai dit que j'avais besoin de temps pour tout assimiler, que je voulais parler avec un avocat des détails du divorce. Gabriel et Céline ont semblé soulagés, pensant que je cédais finalement à leur plan. Qu'ils étaient naïfs. Au cours des 3 jours suivants, j'ai joué le rôle de l'épouse et mère vaincue qu'ils s'attendaient à voir. J'ai pleuré devant eux, posé des questions sur leur relation avec une résignation apparente, j'ai même commencé à parler de chercher un petit appartement pour moi. Mais derrière ce masque de défaite, je planifiais. Ces 3 jours ont été les plus difficiles de ma vie. Chaque matin, je me réveillais dans mon lit conjugal à côté de Gabriel, sachant qu'il pensait à ma fille. Chaque petit déjeuner était un exercice de torture, à écouter Gabriel et Céline échanger des regards complices par-dessus leur tasse de café. Céline avait commencé à venir prendre le petit déjeuner avec nous, pour que nous puissions tous nous habituer à la nouvelle situation. La nouvelle situation. Comme si l'inceste émotionnel et la trahison familiale étaient juste une transition normale de la vie. J'observais Céline toucher discrètement son ventre quand elle pensait que je ne regardais pas. Je voyais Gabriel lui tendre subtilement des vitamines prénatales sous la table. J'entendais leur chuchotement dans le couloir quand ils pensaient que j'étais occupée. Mais pendant ces jours de torture apparente, j'ai découvert encore plus de choses. Gabriel avait utilisé ma carte de crédit pour payer des hôtels où il retrouvait Céline. Il avait utilisé mon compte bancaire pour acheter des cadeaux pour elle. Il avait même utilisé mon nom pour louer un appartement où il comptait vivre après le mariage. L'appartement était dans le 6e arrondissement, un quartier chic près du parc de la Tête d'Or. 2 chambres, une pour eux et une qui serait la chambre du bébé. Le loyer était de 1 200 € par mois, prélevé automatiquement sur mon compte depuis 2 mois. J'avais financé leur nid d'amour futur sans le savoir. Mais le plus choquant était de découvrir que ce n'était pas la première fois. Gabriel avait fait la même chose avec son épouse précédente. Il avait séduit la fille de celle-ci, détruit le mariage, récupéré la moitié des biens, puis abandonné autant la mère que la fille quand il s'en était lassé. J'ai trouvé cette information en fouillant plus profondément dans ses emails. Des messages avec un certain Marc, apparemment un vieil ami,
où Gabriel se vantait de ses conquêtes précédentes. Tu te souviens de Martine, ma première épouse? Sa fille Sophie était un vrai bijou. Ça m'a pris 6 mois pour la séduire, mais qu'est-ce que ça valait le coup? J'ai récupéré 200 000 € de cette histoire, et la petite Sophie, disons qu'elle m'a appris des choses qu'aucune femme de mon âge ne savait faire. La réponse de Marc était ignoble. Et maintenant tu recommences avec la fille d'Alexia? Tu ne changes pas, sale chien. Comment elle est au lit? Céline? Un rêve, mon vieux. Jeune, naïve, reconnaissante pour chaque attention. Elle croit que je vais l'épouser et qu'on va vivre heureux pour toujours. Si elle savait que dans 2 ans, quand j'aurai tout pris à sa mère, je vais la larguer comme les autres. Mais bon, en attendant, je profite. Et cette fois, le butin sera plus gros, Alexia vaut facilement 800 000 €. Céline ne le savait pas. Elle ignorait complètement qu'elle n'était qu'une étape dans un schéma répétitif. La pauvre idiote croyait vraiment être spéciale, être le grand amour de sa vie. Elle ne se doutait pas qu'elle n'était qu'une victime de plus dans un modèle de comportement. C'est alors que j'ai élaboré mon plan. Le mercredi soir, j'ai appelé Gabriel et Céline pour une conversation. J'accepte, j'ai dit simplement. Tu acceptes quoi? Gabriel a demandé. J'accepte le divorce. J'accepte de quitter la maison. J'accepte que vous gardiez tout. J'ai fait une pause dramatique, comme si je faisais un grand sacrifice. Mais je veux quelque chose en échange. Quoi? Céline a demandé, suspicieuse. Je veux connaître la vérité sur vous deux. Je veux que vous me racontiez comment tout a commencé, tous les détails. Je veux comprendre comment je n'ai rien remarqué. Si je dois perdre ma famille, je veux au moins savoir pourquoi. Ils se sont regardés, clairement mal à l'aise. Pourquoi faire ça? Gabriel a demandé. Pour avoir une closure, j'ai menti. Pour réussir à aller de l'avant. Ils ont accepté. Et pendant 2 heures, ils m'ont tout raconté. Comment Gabriel avait séduit Céline graduellement, comment ils avaient commencé à se voir en secret, comment ils s'étaient moqués de moi pendant tout ce temps. Comment ils avaient planifié chaque détail de mon humiliation. J'ai tout enregistré sur mon téléphone. Gabriel me racontait avec une arrogance dégoûtante comment il avait conquis ma fille. Au début, elle résistait. Elle disait que c'était mal, que tu ne mériterais jamais ça. Mais j'ai été patient. Des compliments, des cadeaux, des attentions. Il m'a fallu 6 mois pour la convaincre que ce que nous ressentions était plus fort que les conventions sociales. Et moi, avais-je demandé, jouant mon rôle de femme brisée cherchant à comprendre. Toi, tu étais parfaite pour mon plan, Gabriel avait ri. Naïve, confiante, avec un bon patrimoine. Et surtout, tu adorais ta fille. Je savais que si j'arrivais à séduire Céline, tu ne nous dénoncerais jamais publiquement. Tu préférerais souffrir en silence plutôt que de détruire la réputation de ta fille. Il avait raison sur ce point. Ou du moins, il aurait eu raison avec l'ancienne Alexia. Céline avait ajouté ses propres détails sordides. La première fois qu'on a couché ensemble, c'était dans ton lit, maman. Tu étais à ton travail, et Gabriel m'avait invité pour discuter de ton cadeau d'anniversaire. Quand il m'a embrassé dans ta chambre, j'ai d'abord résisté. Mais il était si persuasif, si passionné. Et il y avait quelque chose d'excitant à te tromper dans ton propre lit. Ces mots m'avaient transpercé le cœur, mais j'avais gardé mon masque de résignation. Et le bébé, avais-je demandé. Ça n'était pas prévu au début, Gabriel avait admis. Mais quand Céline m'a annoncé qu'elle était enceinte, j'ai vu que ça pourrait accélérer les choses. Un bébé rend tout plus urgent, plus légitime. Plus difficile pour toi de nous séparer. Le lendemain, je suis allé voir un avocat. Pas pour discuter de divorce, mais pour discuter de crime. J'ai montré les preuves, les emails confessant la manipulation financière, les plans pour me faire passer pour folle, les confessions enregistrées, les justificatifs d'usage frauduleux de mes cartes.
C'est de la fraude conjugale, de l'appropriation indue et tentative d'internement psychiatrique forcé, l'avocat, Maître Durand, m'a expliqué. Il était un homme dans la soixantaine, aux cheveux grisonnants et au regard perçant. Votre mari risque de 5 à 15 ans de prison. Et ma fille? Comme complice consciente, de 2 à 8 ans. Parfait. Mais je ne voulais pas seulement la justice légale. Je voulais la justice poétique. J'ai engagé un détective privé pour enquêter sur le passé de Gabriel. Comme je le soupçonnais, il avait fait ça avant. 3 fois, en fait. Toujours le même schéma, épouser des femmes plus âgées qui avaient des filles jeunes, séduire les filles, détruire les familles, récupérer les biens. Le détective, Monsieur Roussel, était un ancien policier reconverti. Il avait une efficacité redoutable et une discrétion absolue. En une semaine, il m'avait fourni un dossier complet sur Gabriel Moreau, car même son nom était faux. Son vrai nom était Gabriel Delacroix, et il avait un casier judiciaire pour escroquerie sentimentale. Martine Lefebvre, 52 ans, divorcée en 2018 après avoir découvert la liaison de Gabriel avec sa fille Sophie, alors âgée de 25 ans. Martine avait perdu sa maison, ses économies, et sa fille. Sophie avait été abandonnée par Gabriel 6 mois après le divorce, enceinte et sans ressources. Isabelle Morvan, 48 ans, divorcée en 2020. Même scénario avec sa fille Amélie, 23 ans. Gabriel avait récupéré 150 000 € avant de disparaître. Amélie était en thérapie depuis, incapable de faire confiance à qui que ce soit. Valérie Dubois, 54 ans, divorcée en 2022. Sa fille Chloé, 26 ans, s'était suicidée quand Gabriel l'avait abandonnée après avoir vidé les comptes de sa mère. Une fille était morte à cause de ce monstre. Et il s'apprêtait à refaire la même chose avec Céline. J'ai trouvé les autres victimes. Martine et Isabelle étaient encore vivantes, et Valérie, malgré sa douleur, était prête à témoigner pour empêcher que d'autres familles soient détruites. Elles avaient toutes été trop traumatisées ou intimidées pour porter plainte à l'époque. Mais maintenant, avec des preuves solides et plusieurs victimes prêtes à témoigner, nous avions un dossier irréfutable. Plus important encore, j'ai découvert que Gabriel mentait sur sa situation financière. Il était ruiné, criblé de dettes qu'il m'avait cachées. Son seul espoir était vraiment de récupérer mes biens. Le vendredi, j'ai organisé ma vengeance finale. J'ai d'abord appelé Céline. « Ma chérie, peux-tu venir à la maison ? J'ai quelque chose d'important à te dire sur Gabriel. » Elle est arrivée 1 heure plus tard, rayonnante et confiante. Elle portait une nouvelle robe de maternité que Gabriel avait dû lui acheter avec mon argent. « Qu'est-ce que tu voulais me dire, maman ? Assieds-toi, chérie. Ce que je vais te montrer va te choquer. » J'ai sorti l'ordinateur portable et lui ai montré les emails entre Gabriel et Marc. Je l'ai regardé lire, son visage passant de la confusion à l'horreur, puis à la compréhension douloureuse. Il dit qu'il va me larguer ? Dans 2 ans, quand il aura récupéré tout mon argent. Mais le bébé. Regarde ça. Je lui ai montré les photos des autres victimes. Sophie, enceinte et abandonnée. Amélie, en dépression. Chloé, morte. Céline a vomi. Littéralement vomi sur mon tapis perçant. Les hormones de grossesse combinées au choc l'ont rendu physiquement malade. Maman, je ne savais pas. Maintenant tu sais. Gabriel n'est pas l'homme que tu crois. Il ne t'aime pas. Il t'utilise, comme il m'a utilisé, comme il a utilisé toutes les autres. Elle pleurait maintenant, de vraies larmes de douleur et de réalisation. Qu'est-ce qu'on va faire ? Nous ? Rien. Moi, je vais le détruire. Et toi, tu vas choisir ton camp. Je choisis le tien, maman. Je choisis le tien. C'est à ce moment-là que Gabriel est rentré à la maison. Céline ? Qu'est-ce que tu fais ici si tôt ? Il s'est arrêté en voyant nos visages. Qu'est-ce qui se passe ? Elle sait, j'ai dit simplement. Elle sait quoi ? Tout.
Sophie, Amélie, Chloé. Tes véritables intentions. Tes dettes. Ton vrai nom. Gabriel est devenu livide. Il a regardé Céline, qui détournait le regard, incapable de le regarder en face. Céline, chérie, ne l'écoute pas. Elle ment, elle essaie de nous séparer. Montre-lui les emails, maman, Céline a murmuré. Je lui ai tendu l'ordinateur. Gabriel a lu en silence, son visage perdant toute couleur. Tu peux tout expliquer, j'imagine, j'ai demandé sarcastiquement. Gabriel a essayé de rattraper la situation. Il s'est agenouillé devant Céline, prenant ses mains dans les siennes. Céline, mon amour, ces messages, c'étaient des plaisanteries entre hommes. Tu sais comment les hommes parlent entre eux. Je ne pensais rien de tout ça. Et les autres femmes? Sophie, Amélie, Chloé? Des ex-petites amies. Ça n'a rien à voir avec nous. Chloé est morte, Gabriel, j'ai dit froidement. Elle s'est suicidée quand tu l'as abandonnée. Elle avait 26 ans. Céline a repoussé Gabriel et s'est levée. Je veux que tu partes. Céline, réfléchis. Le bébé a besoin de son père. Le bébé a besoin d'un père, pas d'un prédateur. C'est alors que j'ai joué ma carte finale. Oh, et Gabriel? J'ai appelé la police. Ils arrivent dans 10 minutes. Son visage a exprimé une panique pure. Tu as fait quoi? Fraude conjugale, appropriation indue, tentative d'internement psychiatrique forcé, escroquerie sentimentale répétée. Avec 4 victimes prêtes à témoigner et des preuves irréfutables. Gabriel a essayé de fuir, mais Maître Durand avait prévu cette éventualité. Il avait contacté la police en amont, et il l'attendait dehors. L'arrestation a été parfaite. Gabriel menotté, emmené sous les yeux des voisins curieux. Madame Rousseau, qui m'avait toujours trouvé bizarre ces derniers temps, était bouche bée sur le pas de sa porte. Céline n'a pas été arrêtée ce jour-là. Enceinte et manifestement manipulée, elle a bénéficié d'un sursis. Mais elle devait témoigner contre Gabriel, ce qu'elle a fait sans hésitation. Le procès a eu lieu 6 mois plus tard. Gabriel a pris 12 ans de prison pour escroquerie répétée, fraude conjugale et tentative d'internement abusif. Les témoignages des autres victimes ont été dévastateurs. Céline a accouché d'un petit garçon en mars. Elle l'a appelé Thomas, comme son grand-père maternel. Elle a refusé de donner le nom de Gabriel à l'enfant. Aujourd'hui, 1 an après cette horrible découverte, je suis à nouveau seule dans ma maison de Lyon. Mais cette solitude est différente. Elle n'est plus subie, elle est choisie. Céline et moi avons reconstruit notre relation lentement. Ce n'est plus la même qu'avant, trop de douleur a été causée, mais c'est réel maintenant. Plus de mensonges, plus de secrets. Elle vit dans un petit appartement près de chez moi avec Thomas, et j'aide à élever mon petit-fils. Parfois, le soir, quand je berce Thomas, je me demande s'il ressemblera à Gabriel en grandissant. Mais puis je regarde ses yeux, les yeux de Céline, mes yeux, et je sais qu'il sera différent. Il grandira dans la vérité, pas dans le mensonge. Gabriel a essayé de m'écrire de prison plusieurs fois. Des lettres pathétiques où il prétendait avoir changé, où il suppliait mon pardon. Je les ai toutes brûlées sans les lire entièrement. Certaines blessures ne guérissent pas, et certaines trahisons ne se pardonnent pas. J'ai appris que Martine, Isabelle et Valérie ont formé un groupe de soutien pour les victimes d'escroquerie sentimentale. Elles m'ont invité à les rejoindre, et je l'ai fait. Aider d'autres femmes à reconnaître les signes, à éviter les pièges que j'ai subis, ça donne un sens à ma douleur. Céline suit une thérapie. Elle a besoin de comprendre comment elle a pu tomber dans les manipulations de Gabriel, comment elle a pu me trahir si cruellement. C'est difficile pour elle d'accepter qu'elle a été une victime autant qu'une complice. Je voulais juste être aimée, maman, m'a-t-elle dit lors d'une de nos conversations difficiles. Papa m'avait abandonnée, et Gabriel me faisait sentir spéciale, désirée. J'étais tellement naïve. Nous l'étions toutes, j'ai répondu. C'est son don, sa malédiction.
Il sait exactement quoi dire, comment agir pour que nous nous sentions uniques. Mais tu étais jeune, Céline. J'aurais dû te protéger mieux. Les dimanches après-midi maintenant sont différents. Je ne passe plus ces heures à me demander où est mon mari, à préparer des dîners pour quelqu'un qui me mentait. Je me promène le long de la Saône avec Thomas dans sa poussette, je lis, je jardine. Ou parfois, Céline vient avec le bébé, et nous cuisinons ensemble comme nous le faisions quand elle était petite. C'est paisible. C'est honnête. C'est réel. Il y a 3 semaines, j'ai reçu une lettre étrange. C'était de Sophie, la première victime de Gabriel. Elle avait appris mon histoire par les journaux et voulait me remercier. Grâce à vous, j'ai enfin eu ma justice, écrivait-elle. Gabriel m'avait détruite, et pendant des années j'ai cru que c'était ma faute. Votre courage m'a montré que j'étais une victime, pas une complice. Je recommence ma vie maintenant, et c'est en partie grâce à vous. Cette lettre m'a fait pleurer. Des larmes de tristesse pour toutes les vies gâchées par Gabriel, mais aussi des larmes de fierté. J'avais réussi quelque chose. J'avais arrêté un monstre. Récemment, un homme charmant, Henri, a commencé à fréquenter la librairie où je travaille maintenant à temps partiel. Il est veuf, père de 2 garçons adultes, et il semble sincèrement intéressé par moi. Mais je prends mon temps. J'ai appris à faire confiance à mon instinct, à poser des questions, à vérifier les réponses. Céline trouve qu'Henri est gentil mais ennuyeux, comparé à Gabriel. Il n'a pas ce charisme, cette intensité, dit-elle. Et c'est exactement pour ça que je lui fais confiance. L'intensité de Gabriel était artificielle, calculée. La gentillesse tranquille d'Henri semble authentique. Nous verrons bien. Pour l'instant, je me concentre sur moi, sur ma relation réparée avec ma fille, sur mon petit-fils qui grandit chaque jour. Les soirs où la solitude me pèse, je regarde la photo de Thomas sur ma table de chevet. Ce petit être innocent qui est né de tant de douleurs et de mensonges, mais qui représente maintenant l'espoir. Il ne connaîtra jamais Gabriel. Il ne saura jamais vraiment pourquoi sa grand-mère et sa mère ont parfois les larmes aux yeux quand elles le regardent. Il grandira en sachant qu'il est aimé, véritablement aimé, sans manipulation ni arrière-pensée. Et c'est ma vengeance la plus douce, élever cet enfant dans la vérité et l'amour authentique, lui donner ce que Gabriel n'a jamais pu offrir à personne. Voilà mon histoire. L'histoire de comment j'ai découvert que les personnes qu'on aime le plus peuvent être celles qui nous font le plus de mal, mais aussi comment on peut trouver la force là où on ne pensait pas en avoir, et comment la vengeance, parfois, c'est simplement la justice avec un autre nom. Merci de m'avoir écouté. J'espère que mon histoire servira d'alerte, prêtez attention aux signes. Faites confiance à vos instincts. Et n'oubliez jamais que la personne la plus dangereuse est souvent celle qui semble trop parfaite pour être vraie. Parce que la vérité finit toujours par éclater. Toujours. Et quand elle éclate, assurez-vous d'être du bon côté de l'histoire. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que mon histoire a touché quelque chose de profond en vous. Peut-être avez-vous reconnu des signes que vous avez ignorés, peut-être avez-vous ressenti ce froid au ventre de la méfiance, ou peut-être vivez-vous quelque chose de similaire en ce moment même. Je sais que ce n'est pas facile d'entendre parler de trahison, de famille détruite, de la douleur de découvrir que ceux en qui nous avons le plus confiance peuvent nous blesser de façon si cruelle. Mais je sais aussi que mon histoire peut être la lumière dont vous avez besoin pour voir votre propre situation avec clarté. Dites-moi dans les commentaires, auriez-vous fait ce que j'ai fait ? Auriez-vous eu le courage de vous venger ou auriez-vous simplement continué votre chemin ? Et si vous soupçonnez quelque chose dans votre propre vie, quel signe ignorez-vous ? Parfois, partager notre douleur nous aide à trouver une force que nous ne savions même pas posséder. Votre commentaire pourrait être exactement ce qu'une autre personne a besoin de lire aujourd'hui. Votre expérience, votre douleur, votre force, tout cela compte. Si cette histoire vous a fait réfléchir, abonnez-vous à la chaîne. Parce qu'ici, nous parlons de la vraie vie, sans filtre, sans mensonge. Et ensemble, nous sommes plus fortes.